Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 23 janvier, ravi de vous retrouver, il est l'heure de l'info. Une femme de 60 ans a été découverte sans vie à son domicile à Joinville. Les investigations sont en cours pour déterminer les circonstances du drame. Ce sont des animaux qui font peur et qui sont parfois mal aimés. Pourtant, les chauves-souris sont essentielles pour la biodiversité de notre territoire. Plus d'explications dans ce journal. C'est un édifice qui a traversé les siècles. Le château de Lignon était dans un piteux état dans la Marne avant qu'une famille n'investisse les lieux. Depuis, les travaux n'arrêtent plus. Nous sommes jeudi et comme d'habitude, Manon a préparé une liste des idées de sortie pour ce week-end. Elle vous la propose à la fin de cette édition. Et je vous le disais en titre, dans la nuit du 20 au 21 janvier, une habitante de Joinville a été retrouvée morte à son domicile, situé dans le quartier de la Genevois. Les premiers éléments ont laissé d'abord penser à un homicide volontaire. Un premier suspect a d'ailleurs été interpellé et placé en garde à vue avant d'être relâché ce mardi. Des examens médicaux plus poussés sont prévus afin de déterminer précisément les circonstances du décès. Une enquête pour homicide volontaire a tout de même été ouverte par le parquet de Chaumont. Tout autre chose, désormais, les chauves-souris sont de plus en plus menacées et pour les protéger, la ville de Saint-Dizier a installé une tour à chiroptère. Pour la Ligue de protection des oiseaux, la préservation de ce mammifère est essentielle. Paul Desboitines vous propose d'en savoir un peu plus sur ces animaux, parfois mal aimés. Elles sont souvent craintes, mais les chauves-souris sont une espèce menacée. Lors des 20 dernières années, la population nationale a baissé de 30%. Mais en Champagne-Ardenne, certaines espèces sont en légère augmentation. On explique la baisse des populations de chauves-souris à l'échelle nationale et même européenne par divers facteurs. Le premier, ça va être la régression des habitats. Alors aussi bien des habitats de chasse, notamment la régression des prairies, de pâturés, la disparition des haies, etc. Mais également en termes de sylviculture, la disparition de gros arbres gîtes et puis d'autres facteurs liés encore une fois malheureusement à l'agriculture, mais c'est lié suite à la Seconde Guerre mondiale, l'utilisation un peu intensive de produits phytosanitaires et notamment d'insecticides. La disparition des chauves-souris a un impact important sur la biodiversité, notamment sur les insectes. Clairement, les chauves-souris sont des auxiliaires de culture, ce sont des réels alliés en termes de lutte biologique, etc. Et elles sont insectivores et donc certaines espèces vont être spécialisées dans la prédation de certains insectes. On parle notamment des moustiques, la problématique du moustique tigre. Et donc du coup, le fait d'avoir une disparition des chauves-souris, il va y avoir possiblement à un certain moment des pullulations de certains autres insectes. Les chauves-souris sont les seuls mammifères volants sur Terre, mais elles ont souvent mauvaise réputation et sont sujettes à des rumeurs. Elles ont mauvaise presse parce que c'est des animaux méconnus qui ont des petits cris un petit peu stridents, qui ont des petites dents pointues bien blanches, bien visibles, qui sont plutôt de pelage assez sombre, alors qu'en réalité c'est tout à fait le contraire, c'est des animaux merveilleux à étudier, c'est pour ça qu'on les appelle les demoiselles de la nuit. Et le simple fait de détruire une colonie, ce qui est strictement interdit par la loi, parce que l'ensemble des chauves-souris sont protégés par la loi, donc il est interdit de les mutiler, de les détruire, et même de détruire leurs habitats. Et bien le simple fait de détruire une colonie de chauves-souris, même quelques individus, il va falloir des décennies et des décennies avant qu'une nouvelle colonie puisse se réinstaller et retrouver l'effectif qu'elles avaient initialement. Pour les protéger, la ville de Saint-Dizier a installé en novembre 2024 une tour à chiroptère. Cet aménagement permettra à ces mammifères d'avoir un habitat en milieu urbain, ce qui se fait de plus en plus rare. On a déjà quelques nichoirs, quelques gîtes à chiroptère d'installer sur la ville. Après, au niveau d'une tour telle que celle-ci, c'est la première. Après, voilà, on continue à travailler avec la LPO et puis on verra si on installe d'autres tours sur d'autres sites en ville. Elles viennent par en dessous et aussi il y a deux petits trous sur les côtés en haut où ça fait en fait un comble où les chauves-souris peuvent venir s'abriter aussi. Pour la Ligue de protection des oiseaux, la préservation des chauves-souris est un enjeu majeur de biodiversité. L'association rappelle d'ailleurs que si une colonie de chauves-souris loge dans une cave ou des combles, il faut contacter l'organisation et ne surtout pas les expulser soi-même. Cette famille a racheté le château de Lignon dans la Marne il y a un an. C'est un ancien lieu d'urbex bien connu des habitués. Et depuis peu, ces passionnés ont reçu une subvention de la Fondation du patrimoine pour la rénovation. Plongeons dans l'histoire de cette bâtisse du 19e siècle avec Léo Martin. Un château entouré de douves, une bâtisse pas comme les autres.
Un édifice du 19e siècle et une tour d'un ancien château fort, ce sont les vestiges de la commune de Lignon dans la Marne. Il y a un an, Solène et sa famille ont acheté ces bâtiments pour en faire une maison familiale. Une résidence qui cache quelques petits secrets et qui a traversé les temps. Peut-être plutôt la cabane des enfants que le pigeonnier maintenant, mais c'est une belle pièce d'architecture qui a 600 ans. Donc voilà, on s'amuse à raconter qu'elle a connu la guerre de 100 ans. Enfin, c'est quand même une histoire amusante et vivante. Et ça, c'est un élément qui nous a plu. Le terrain avait été abandonné pendant 40 ans, le jardin était à peine visible et d'autres parties des bâtiments comme un poulailler ou encore un appentis sont délabrées. La toiture s'est même affaissée. C'est toujours un peu impressionnant, on se pose toujours des questions. Est-ce que ça tient pas, comment on va faire? Mais on a des artisans qui nous conseillent et qui nous aident, parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup le patrimoine. Moi, j'ai toujours vécu dans des maisons en travaux, mais pas à ce point-là. Et puis, donc mon mari et moi, c'est notre première, on découvre. Donc, de temps en temps, on est un peu impressionné par des choses qui sont spectaculaires, mais qui ne sont pas forcément graves. Sous la pluie, mais... Sur la bâtisse, d'importants travaux ont été réalisés comme le changement de la toiture, du mur sur la façade nord, car le bâtiment a commencé à s'écrouler. Ce sont les travaux les plus importants qui ont été réalisés. La Fondation du patrimoine a subventionné les réparations extérieures à hauteur de 20 000 €. Quand on a acheté, on avait de quoi acheter et faire un peu de travaux, mais pas tout. Et effectivement, la Fondation du patrimoine nous a permis de se dire, tiens, si on a ça qui rentre, on va pouvoir faire ça après. Donc c'est vrai que ça aide à aller plus vite. Dans le château, d'importants travaux doivent être réalisés également. Le plancher s'écroule, les enduits et la peinture se décollent et les plafonds sont aussi dégradés. Des travaux qui vont prendre plusieurs mois. En attendant, ils travaillent pièce par pièce. Des traces d'anciens propriétaires peuvent faire surface. Effectivement, là, je crois qu'il y a au moins 3 couches de papier peint différents. Un gris, et il y en avait un autre avec 3, j'en vois 3, 4, je ne sais pas très bien. Pour le moment, une pièce a presque été totalement rénovée. Le lieu a été énormément abîmé par l'urbex et les visiteurs qui venaient ici. Il paraît qu'il y avait des gens qui venaient d'Allemagne, nos voisins disaient qu'il y avait sans cesse, ils allaient se garer devant chez eux. Les gens venaient, les propriétaires avaient vissé les volets, vissé les fenêtres, donc ça les a à la fois abîmés et à la fois c'était plus compliqué de rentrer, donc il fallait tirer, casser, pousser, donc il y a des fenêtres qui ont été cassées, ils ont volé une poignée. Les travaux ont tous été réalisés par des artisans locaux. Aujourd'hui, cette maison c'est avant tout une histoire familiale. Les gens du village ont une très belle réflexion en se disant « Ah, c'est sympa, on aime bien se balader parce que ici c'est un peu notre château ». Et effectivement, nous on est là depuis 9 mois, on est des tout nouveaux. Eux, ça fait des générations qu'ils habitent là. Effectivement, ici c'est notre maison, mais c'est leur château. La famille espère finir les travaux d'ici 1 an et que toutes les pièces soient habitables. Dans le futur, les jardins vont retrouver de leur splendeur et le château sera peut-être à visiter dans les années à suivre. Et tout de suite, on retrouve Manon Collinet pour les idées de sortie de ce week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. Alors ce soir, on va parler culture, mais aussi de sport. Par quoi on commence? Eh bien, pour cette nouvelle chronique culture, une fois n'est pas coutume, on commence par de l'humour, Clémentine. Et on part au Fuseau de Saint-Dizier, où le festival Humour d'hiver bat son plein. Pour l'occasion, vous pourrez retrouver Jean-Philippe Janssen et Olivier Debenoît ce vendredi et ce samedi. À noter qu'il y a encore des places disponibles pour ces seules en scène. Ce sera à la billetterie des Fuseaux, c'est ça hein? Tout à fait, Clémentine. On part direction la Marne, cette fois-ci pour un événement un peu plus festif. Tout autre chose, oui, à présent, avec la nuit de la lecture qui se déroule à Vitry-le-François. Vous pourrez partager un moment festif et costumé sur le thème du Moyen-Âge. Pour vous divertir, un château à histoire pour les petits, un atelier d'enluminure pour les plus grands, un stand de jonglerie pour tous, du théâtre courtois et encore bien d'autres surprises. Il y en a pour tout le monde, effectivement. Alors, c'est un événement qui est gratuit, ouvert à tous, qu'on peut retrouver de 14h à 18h et c'est ce dimanche 26 janvier. Maintenant, on n'est pas dans l'infosport avec Gaëlle Bossu, mais on va tout de même parler un petit peu de sport quand même, Manon. Oui, un peu de sport, Clémentine, et je te conseille de préparer ta raquette puisque la ville de Bar-le-Duc accueillera pour la 5e année consécutive le tournoi Tennis Europe Bar-le-Duc Grand Est U14. Cette compétition s'adresse aux jeunes joueurs âgés de 12 à 13 ans qui viennent du monde entier pour disputer ce tournoi.
Et puis, si je voulais en apprendre un peu plus sur cet événement sportif, il y aura bien sûr un article à retrouver sur le site de Puissance Télévisions, une interview que nous avons déjà faite également. Et on part à Chaumont cette fois-ci, puisqu'on va parler des folies graphiques qui se déroulent au Cygne, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un spectacle des élèves de piano et du théâtre du Conservatoire de Chaumont dans lequel ils rendent hommage au graphisme en musique et en chanson. Folie graphique est une idée d'Alexandra Magnin et Armel Joubert. Un souhait de lier les différentes disciplines artistiques enseignées à Chaumont. Célia Richard était sur place. Regardez. Retour dans le passé, à l'époque des affiches gourmandes. Ce spectacle monté par Armel Joubert, professeur de théâtre au Conservatoire de Chaumont, est inspiré d'une idée originale de Debussy et de plusieurs affiches de l'exposition Figures imposées. Alors, ce sont des affiches gourmandes qui vont vous parler de la belle époque et comment on vivait du temps du cabaret et du music-hall. Voilà. On l'a appelé folie graphique et c'est un moment inspiré de l'ambiance cabaret pour effectivement donc présenter le fond d'affiche de Monsieur Dutailly du Cygne. Avez-vous quelques mots bien choisis, Madame Cornélie, L'initiative de mettre en place ce spectacle vient d'Alexandra, élève dans la classe d'Armel et chargée de mission au Cygne. Elle souhaite créer un lien entre le graphisme et la musique. C'est à ce moment que naît Folie graphique. Et quelle va extraordinaire, j'en ai tombé, mais tant... Nous, ça nous tient à cœur de tisser des liens aussi, des partenariats avec les différentes structures culturelles de la ville et puis diffuser aussi le design graphique auprès d'un public chaumontais ou de faire connaître nos expositions. Si au départ, il n'était question que de musique et de poésie, les deux musiciennes ont également intégré le théâtre. Une façon de dynamiser le spectacle et créer un lien entre les trois disciplines. De créer du lien entre la musique, le théâtre et le graphisme et de l'intégrer dans ce projet. L'exposition Figures imposées est visible en accès libre au Cygne jusqu'au 28 février. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Et la dernière visite commentée de l'exposition se déroulera dimanche 26 janvier à 15h. On passe à la Meuse. Qu'est-ce qu'il nous reste pour les Meusiens qui nous regardent ? Partons à la découverte du spectacle Le Grand Bal et retrouvons donc tout de suite en 1518. Une étrange épidémie se répand à Strasbourg. Pendant des semaines, plusieurs habitants n'arrivent plus à s'arrêter de danser, comme saisis d'une fièvre de la danse. S'inspirant de cet épisode, 9 danseurs investissent le plateau de l'ACB Scène Nationale pour y célébrer une danse contagieuse. Regardez un extrait. Et un reportage sera retrouvé la semaine prochaine sur notre antenne sur justement ce spectacle, Le Grand Bal. Merci Manon pour toutes ces idées de sortie et bien sûr il y en a d'autres dans l'agenda. Oui, tout à fait. Merci à toi Clémentine. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.